Alors, bienvenue chez Paysage Gourmand, lieu de gourmandise, lieu où nous faisons, en tant que paysagistes, la démonstration, avec notre jardin démonstratif ici, d'un aménagement ornemental et comestible. Et pour ce faire, on a aussi notre propre pépinière. Donc, les plantes qui sont cultivées ici même à Radune, dans la Naudière. Et je peux vous faire visiter tout ça. Il y a plein de choses à goûter en tout temps. À partir d'avril, il y a déjà des premières fleurs qui se présentent, des premiers feuillages qu'on met en salade. Mais à partir de fin juin, déjà, c'est les petits fruits qui se mettent de la partie. Et puis là, les aromates sont, avec la chaleur et le soleil, sont vraiment goûteux. Donc, des fines herbes, des fleurs comestibles, des fruits. Des légumes vivaces aussi, parce que toutes ces plantes que vous voyez, il y a une règle de base ici. Il n'y a pas une seule plante qu'on a le droit de planter à ce niveau-ci du terrain s'il n'y a pas quelque chose de récoltable dessus. Donc, ça prend une partie ou une autre qui est comestible. On a plus de 470 variétés de plantes comestibles vivaces. Donc, on spécialise avec les plantes vivaces parce qu'on a compris à un moment donné que les gens, il y avait plus de facilité à trouver leurs tomates, leurs légumes puis les plantes potagères annuelles. Fait qu'on s'est mis comme mission, nous, d'aller chercher des morceaux, des spécimens, des espèces, des variétés intéressantes à cultiver en aménagement comestible chez soi. Et pour ce faire, on vise l'entretien minimal, donc des plantes qui sont faciles à cultiver, qui sont résistantes aux maladies, aux insectes, qui reviennent abondamment à chaque année, d'année en année. Et puis pour ça, les vivaces sont vraiment recommandées. Il faut dire que c'est un petit peu... De tout ce qu'on voit, il y en a une qui est un petit peu une exception ici. Il y en a deux, en fait, qui sont une exception parce que c'est des annuelles. Mais ici, on a une parcelle d'ail cultivée parce que c'est bon à manger. Puis, ça remplissait le terrain en préparation pour une plantation future. C'est une parcelle qu'on a traitée en engrais vert depuis 3 ans. Et puis, à l'automne, après la récolte de l'ail au mois d'août, on va être prête à planter probablement un beau mélange de couvre-sol bleuté. Enfin, c'est ce que je vois pour vraiment créer quelque chose de visuellement assez fort et original. Alors, on pense entre autres à des feuillages bleutés, un peu comme on le voit ici. Avec le chou maritime, qui est un chou vivace. Ça, c'est un bon représentant de l'aménagement. Je trouve que ça représente bien l'aménagement comestible chez soi à entretien minimal. Parce que c'est vivace, ça va revenir à chaque année de plus en plus abondant. Ça fait des belles fleurs, c'est très joli. Le feuillage en lui-même, bleuté comme ça, il offre des contrastes intéressants. Donc, ça se mange comme du kale en plus. Alors, les fleurs et les feuilles, même la racine se mange. Donc, il y a toujours quelque chose à manger, à se mettre sous la dent du moment que ça pousse jusqu'au gelée automnale très forte. Là. En fait, on pourrait même, sous la neige, aller récolter un petit peu de kale comme ça. En anglais, ils appellent ça le sea kale. Donc, c'est vraiment... nous, on le voit comme le kale vivace. D'ailleurs, c'est un ancêtre de tous les choux. C'est millénaire comme plante. C'est un des parents de tous les choux cultivés qu'on trouve aujourd'hui. Fait qu'il y a un côté... Il y a un côté même historique ici. On peut même parler de l'ancêtre de la fraise cultivée. Parce que dans le fond, ici, on est passionné de plantes, puis de tout ce qui tourne autour, l'histoire, ce qu'on appelle l'ethnobotanique aussi. Mais évidemment, on est une bande de gourmands, là. Donc ici, on a la fraise blanche du Chili, qui est pas encore prête, mais qui se développe ici. En fait, on le voit, c'est des petites fraises blanches avec des grains rouges. Et puis, encore là, c'est Monsieur Fraisier, qui est un explorateur français au Chili, a découvert cette fraise-là, l'a ramenée en France et l'a croisée avec les petites fraises des bois, les fraises sauvages. Ça a donné lieu à une grosse fraise rouge qui, de sélection en sélection, aujourd'hui, c'est la grosse fraise rouge qu'on connaît puis qui est très juteuse, là. Fait qu'il y a un élément d'historique là-dedans aussi. Après ça, vous voyez des groseilles là, qui sont très tentantes en ce moment. Ici, une plante particulièrement
facile à inclure là, est un petit peu en floraison avancée, donc on pourrait même utiliser les graines. C'est comme c'est une variété de l'ivèche d'Écosse. Puis la livèche d'Écosse, pour moi, c'est comme le céleri vivace. On peut manger les feuilles qui goûtent un peu le céleri en salade, à peu près à toutes les sauces, et puis utiliser les fleurs comme élément décoratif. Et les graines comme ça, bien, c'est très aromatique, fait qu'on peut on peut aromatiser des soupes, des ragoûts, des choses comme ça. Après ça, bien, dans ce qui est visuellement encore attrayant ici, des belles grappes de gadelle rouge. Un petit fruit parfois oublié, mais la plupart des personnes un peu plus âgées qui viennent ici reconnaissent ça, puis retombent en enfance en voyant ça. Fait qu'il y a un élément aussi nostalgique. Des oignons égyptiens, pour moi, c'est l'équivalent de l'oignon vivace. Donc, depuis que je connais cet oignon-là, je ne sème plus d'oignons au mois de février, comme ça peut être long à germer. Les premiers stades de croissance sont assez longs, sont assez lents. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut mettre beaucoup d'énergie à cultiver des oignons, mais avec l'oignon vivace, on les plante une fois. Ça se désherbe bien, là. C'est une belle talle qui prend place, et puis il suffit de lui fournir un petit peu les éléments nutritifs qu'elle a besoin. Puis pour ce faire, nous, c'est très simple. On amène la fertilité dès le départ en amendant le sol avec du compost. On corrige le pH si c'est trop acide, avec de la chaux, par exemple. Et après ça, on entretient le tout. C'est très facile pour tous de comprendre ça. On entretient le tout avec une couche de paillis. Puis c'est un paillis qui est biodégradable, donc il devient du compost à moyen long terme. Donc tout ce que nos clients, nous-mêmes, on a à penser ici, c'est de rajouter une petite couche de paillis à chaque année. Comme ça, on garde le contrôle sur les mauvaises herbes. On n'arrose presque pas. Ici, d'ailleurs, il n'y a pas de système d'irrigation. Malgré le fait qu'on est en pleine canicule, presque la sécheresse, bien, ces plantes-là se développent très bien. Parce que c'est des vivaces, entre autres, qui plongent leurs racines puis qui deviennent autonomes avec le temps rapidement. On est aussi chanceux, on a un petit peu d'argile dans notre sol, puis ça aide à retenir l'humidité. Mais avec un paillis comme ça, c'est sûr que c'est le glaçage sur le gâteau qui vient... c'est joli, il y a un aspect... il y a une esthétique naturelle là-dedans, en fait, qui est la même qu'on voit en sol forestier. Il y en a qui vont appeler ça du paillis forestier, d'ailleurs. Alors, c'est... Non, parce qu'on a beaucoup de projets, puis on utilise des gros volumes. Ici, on n'a pas un terrain là, qui permette de faire la récolte de petites branches, comme on le fait pour le bois ramial fragmenté. Alors nous, on a un fournisseur là, qui nous fournit des quantités abondantes. Là. Puis c'est la clé du succès pour un entretien minimal. Et puis même, c'est un produit qui est approuvé en culture biologique, donc c'est une ressource même qui est recyclée dans nos jardins parce que les élagueurs vont en couper beaucoup. Il y a toutes sortes de façons de produire un tel paillis, mais c'est très écologique à la base. Puis votre compost, même chose, c'est quelqu'un qui vous le fournit? Oui, le compost aussi, parce qu'encore là, ouais, on produit pas notre compost nous-mêmes. Il faudrait avoir une équipe juste là-dessus, probablement. Ça serait une autre entreprise, là, parce que c'est beaucoup de verges cubes de paillis, beaucoup de verges cubes de compost qu'on utilise. Donc, nous, même si on fait nous-mêmes le compostage de tout ce qu'on a comme résidu vert par ici, on recycle tout ce qu'on peut, on composte tout ce qu'on peut, bien, ça ne fournit pas nos clients. Puis, il y a des variétés assez exceptionnelles, là, des fois, des thym qui goûtent la rose, comme ici, un thym qui goûte la rose, qui nous transporte vraiment dans les contes des 1001 nuits. Lorsqu'on en mange. Donc, très intéressant pour ça. Des trucs plutôt rares qui mettent de la belle couleur en cuisine puis qui amènent des nouvelles saveurs. En fait, un des intérêts principaux d'avoir un aménagement paysager comestible chez soi, selon moi, c'est qu'on se donne accès à toutes sortes de produits qu'on ne trouvera pas à l'épicerie, qu'on ne trouvera pas même dans les meilleurs des marchés publics, marchés fermiers les plus frais. Donc, et puis, on peut organiser notre terrain, notre espace en fonction de nos goûts, nos choix personnels. Donc, notre approche chez Paysages Gourmands, là, au niveau de la conception, de la réalisation d'un aménagement paysager, c'est très personnalisé. C'est vraiment, les gens choisissent ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils veulent manger dans leur plate-bande. Et puis nous, on leur fournit, c'est notre expertise qui permet de placer la bonne plante au bon endroit, en fait.
Puis c'est en plaçant la bonne plante au bon endroit, avec les bonnes méthodes inspirées de la nature, en accord avec les écosystèmes, qui permet d'en arriver à récolter beaucoup, avec très peu d'efforts finalement. Fait que c'est ça. Ici nous-mêmes, on se sert pas mal à tous les jours. Donc, c'est des salades surtout, très colorées. De quoi faire. C'est beaucoup des petits fruits, des choses qu'on va récolter frais. Souvent, c'est tellement bon, tellement frais un fruit. Des fois, ça ne se rend pas jusqu'en cuisine. Ça n'a pas le temps de se rendre. Mais sinon, quand on a des belles récoltes, on fait aussi de la confiture, on fait aussi des transformations alimentaires comme ça. On a même commencé à faire des tables champêtres là, par ici. Donc, il y a moyen de faire découvrir toutes ces choses-là et puis donner le goût aux gens de s'entourer comme nous. Fait que ça, c'est la section des plantes en pot. Là. On pourra faire le tour de l'autre côté de la serre. Fait qu'ici, c'est ça. On fait aussi des essais. Donc, l'idée d'avoir notre jardin démonstratif, c'est de pouvoir montrer aux gens ça a l'air de quoi, un aménagement comestible. C'est pas facile pour tout le monde de voir. Les possibilités sont nombreuses. Là. Ça peut prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de looks. On peut y aller dans le contemporain aussi, avec des choses plus linéaires, ou quand on s'adapte à un bâtiment de style contemporain, il y a moyen d'adapter le style de plantation à ça. Comme il y a moyen ici de faire quelque chose de plus naturel comme style. Puis, c'est au bénéfice de la faune aussi. Il y a beaucoup de... On voit ici beaucoup de pollinisateurs, beaucoup d'insectes utiles, nos alliés dans le fond. Et on va même installer des incitatifs pour eux, des habitats, entre autres des petits étangs comme on a vu là, comme on en a 3. En fait, on en a un gros central qui est vraiment l'espace où il y a le plus de têtards de grenouilles, puis de vie. Puis de là, on dirait que tout se déplace. Et puis, c'est pas rare que dans une plante en pot, on va chercher une plante en pot, puis il y a une grenouille qui saute. Fait que ils sont vraiment là. D'ailleurs, on n'a pas de problème de limaces, malgré le fait qu'il y a du paillis qui garde l'humidité un peu partout, ce qui pourrait être propice aux limaces. Mais on a aussi il y a comme un écosystème qui se complète bien avec les grenouilles, entre autres. Puis, c'est très vivant par ici, ça grouille de vie. Et on constate qu'il y a très peu de ravages aussi sur nos plantes, sur nos récoltes. Donc, des fois, c'est sûr qu'on accepte de laisser aller quelques fruits aux oiseaux, quelques feuillages aux marmottes, mais règle générale, c'est sous contrôle. Sur nos 470 variétés, il y en a peut-être 10 qui sont à risque. Cette année, on s'en est fait manger peut-être 5, mais ça repousse. C'est ça aussi la beauté des vivaces, c'est que ça va repousser. Peut-être se déplacer par là-bas. Oui. Fait que c'est ça. Puis nous, chez Paysages Gourmands, on ne fait pas juste dans les plantes. C'est sûr que pour ouvrir le plus de portes possible pour les aménagements comestibles, on en est venu à développer aussi une expertise en murets, tout ce qui est construit, matière inerte, donc murets, dallages, sentiers, escalier. Vous voyez là, on a fait une pergola. C'est un style très rustique. Donc, il y a aussi des styles très rustiques qu'on peut faire avec du bois rond, c'est du cèdre. Donc, quelque chose qui va être là quand même pour très longtemps. On y fait grimper de la vigne à raisin, de la vigne à kiwi aussi. Il y en a même des petits en ce moment qui sont en formation, qui vont être récoltés à l'automne. Des petits kiwis qui sont vraiment délicieux. On peut se rapprocher si vous voulez, peut-être pour le... On va y aller tantôt. OK. On va faire des tournages de toutes les images. OK, là, on est vraiment dans l'exploratoire. OK, ouais. Parfait. C'est dommage qu'ils soient un peu tard. Je vous l'aurais fait goûter. Ça goûte la réglisse noire. C'est un bonbon naturel. C'est une bonbonnière végétale, si on veut. Ça goûte... c'est la myrrhe odorante. Ça goûte encore. C'est juste qu'à ce stade-là, c'est plus coriace. Ouais. Sinon, un bout de feuille. Déjà, un bout de feuille, ça peut donner une petite idée de ce que c'est. C'est moins sucré la feuille que la semence quand elle est verte, là. Ouais, ça fait réagir quand même. Alors, OK, derrière nous, c'est pas banal. C'est des colonnes végétales. C'est un projet qu'on a fait avec Albert Mondor, chroniqueur bien connu dans le domaine.
Et puis, on a donc énormément de plantes qui sont cultivées dans très peu de surface au pied carré, si on veut, avec des cultures à la verticale. Donc, c'est sûr qu'avec l'urbanisation, les espaces qui sont de plus en plus restreints, ce genre de système de culture à la verticale intéresse beaucoup de gens, puis il va être de plus en plus intéressant. Alors, c'est pas obligé d'avoir une signature artistique comme ça, si on veut. C'est quand même... Ça a été fait avec un forgeron d'art. Et puis, c'est un projet qui est pas petit, mais il y a moyen d'avoir des murs végétaux. Ça peut même être avec des palettes récupérées, là. On voit de plus en plus de gens qui vont cultiver de cette façon-là. À ce moment-là, ce qui est plus sensible, ça va être le système d'irrigation. Fait que là-dedans, c'est sûr qu'on a dû faire passer des tuyaux, un système un peu complexe, avec un spécialiste d'irrigation pour assurer une irrigation uniforme de la colonne quand on a besoin de partir l'arrosage. Puis là, on a pensé, pour pas vider ça chaque année, maintenir la fertilité dans ce terreau-là, malgré la compaction aussi que ça amène, là, le poids de tout ce terreau-là, on a pris des plantes qui sont d'abord très peu gourmandes. Des plantes qui vont être d'ailleurs faciles à multiplier de cette façon-là. C'est la famille des orpins qu'on a mis là, les sédums. Puis ça, c'est des couvre-sols, des couvre-sols très bas qui peuvent remplacer même la pelouse à certains endroits. Toutes sont comestibles, fait que c'est des choses que je mange moi en salade. C'est des feuillages qui, d'ailleurs, tolèrent la sécheresse parce qu'ils emmagasinent l'eau dans leurs feuilles. Donc, c'est très rafraîchissant à manger en salade, finalement. Puis, vous voyez de la façon que ça pousse, il y a déjà des fois des racines. J'aimerais ça en trouver. Ben oui, on le voit ici. Dans le fond, ça tombe en fait. Ça, on pourrait prendre un morceau et le mettre en pot, et puis à ce moment-là, ça se multiplie bien. Donc, c'est notre multiplicatoire à sédum, finalement, qu'on voit ici. Puis pour maintenir la fertilité dans les colonnes, c'est les fixateurs d'azote. En fait, il y a des plantes qui fixent l'azote de l'air par une symbiose avec les bactéries dans les racines, qui se fixent aux racines, et qui vont permettre à l'azote atmosphérique d'être disponible pour les plantes. Donc, il y a comme un renouvellement sans qu'on ait à mettre du compost, sans qu'on ait à renouveler le terreau. Puis en plus de ça, on a aussi mis au cœur de chaque colonne un tronc d'arbre pour que, à moyen long terme, ça fournisse aussi, par sa décomposition, des éléments nutritifs qui vont être redistribués avec les vers de terre qui sont capables de remonter, en fait, jusqu'en haut. Qui vivent là-dedans. Ouais. Puis on a mis 30 % de bois raméal dans le mélange de terre initialement pour fournir un peu plus longtemps aussi. C'est sûr que... Oui, parce que c'est un des défis des mosaïcultures, là. J'ai parlé à des agronomes, j'ai parlé à toutes sortes de monde de ce domaine-là, puis eux, ils y croyaient pas que ça se faisait. Fait que là, il a fallu faire... Non, déjà, moi, j'acceptais pas de renouveler ça à chaque année. C'est beaucoup de travail, beaucoup de coûts. Puis c'est pas écologique du tout. Fait que moi, si je fais des colonnes de même, c'est vraiment dans l'optique qu'on replante s'il faut. Mais même là, c'est des vivaces qui vont revenir pour la plupart. Là. C'est pas évident. L'hiver, c'est dur. Passer l'hiver sur des colonnes comme ça. Mais je pense ça fait une couple d'années qu'on fait un peu de remplacement, mais je pense l'hiver qu'on a eu, il faut dire, était très difficile, le dernier. C'était un des plus durs hivers en 10 ans, selon certains en 30 ans. Fait que c'est ça. Ça nous a permis de faire un petit nettoyage parmi les variétés qui étaient moins rustiques d'ailleurs, donc c'est un mal pour un bien. Il y a quelques abricotiers, quelques pêchers qui étaient un petit peu moins rustiques qu'on a perdus. Mais maintenant, on est un petit peu plus sûr de ce qu'on plante chez les gens. Ça va passer l'hiver. Parce qu'avec l'hiver qu'il y a eu là, maintenant, on a des valeurs sûres à proposer. Là. Fait que, à travers ça, un peu de ciboulette, quand même. Parce que dans nos compositions, nos plantations, on essaie toujours d'inclure des fixatrices d'azote, comme je mentionnais, pour amener une fertilité naturelle, un peu de vigueur aux plates-bandes, sans qu'on ait à dépenser en énergie, à mettre du compost, des choses comme ça. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est d'avoir des plantes aromatiques un peu partout, parce que les plantes aromatiques envoient des odeurs dans l'air. Puis les insectes qui se dirigent à l'odeur ont beaucoup de mal à détecter, par exemple, le chou, puis aller pondre
les larves vont manger le chou à ce moment-là. Mais si on entoure le chou d'oignons égyptiens, de sauge, de plantes aromatiques, bien, la pierrite du chou, par exemple, qui se promène, qui virevolte un peu, qui est à la recherche de l'odeur du chou, va avoir plus de mal à cibler ça puis à l'épandre. Donc, c'est un petit peu l'objectif des plantes répulsives qu'on appelle et qu'on intègre un peu partout. Ces choux-là, est-ce que c'est autant la feuille que tu manges? Oui. Dans le fond, La feuille, la tige, la fleur aussi. Là c'est en fin de floraison. On va couper les graines dans pas long pour s'assurer que l'énergie est bien redonnée aux feuilles puis qu'on optimise la récolte de feuilles. C'est le même chou qu'à l'entrée. Ouais. Ça fait pas un chou... Non, il fait pas un chou pommé. Des feuilles, comme le kale. Oui, comme le kale. Puis ça, même famille aussi, famille du chou, on pourrait manger des feuilles. Ça, c'est surtout des fleurs printanières très hâtives qu'on mange comme des petits brocolis. Donc, c'est déjà passé ce moment-là. Il y a des ails décoratifs. Ben, pour être correct, il faudrait que je dise des os décoratifs. Parce que ail au pluriel, c'est eau. De l'ail décoratif, il y en a toutes sortes. On en a peut-être 12, 15 variétés. Chacune a une saveur, un potentiel en cuisine. Donc, il faut voir, là, il y en a des meilleures que d'autres, il y en a des plus douces que d'autres. Ils ont tous un petit côté ciboulette, là, finalement, qui est assez passe-partout en cuisine. Ces lys-là, surtout les jaunes, c'est les pétales les plus juteux qu'on a. Quand tu croques là-dedans, tu as l'impression de croquer dans un melon d'eau. Quasiment. Est-ce qu'on peut goûter? Oui, absolument. C'est juteux, c'est sucré. Petit côté melon, là, Miam. c'est pas désagréable. Veux-tu à goûter un bout? Tiens, je te le mets. Enlevé. Non, je vais te le donner. Comme un chien. Donc, des fois, on va tricher un peu. Comme on va tricher chez nos clients, mais c'est une façon de parler, là, les annuels viennent comme des petits bouche-trous de façon très positive. C'est des bons bouche-trous. La première année, étant donné qu'on plante en fonction de la largeur à maturité de chacune des vivaces pour son plein développement harmonieux et tout, ben il y a des trous. Souvent, il y a des espaces disponibles pour aller mettre des annuels qui vont être très complémentaires aux vivaces à ce moment-là. Fait que c'est une stratégie qu'on a, par exemple, appliquée ici, parce qu'on a planté ici un cerisier de Mandchourie qui est un peu jeune, puis qui est un peu petit, un sureau en développement. Ces plantes-là vont devenir grosses. Mais en attendant que ça soit le cas, ben, il y avait de l'espace. On a planté des bêta-cardes qui vont rajouter un peu de couleur dans tout ça, du basilic parce que c'est si bon. Il y a quelques annuels comme ça dont on a du mal à se passer quand même. Puis, malgré la grosseur de cet arbre-là, il n'est pas énorme, là, on l'a planté pour se faire de l'ombre éventuellement. Alors, il y a déjà des petites mûres dedans quand même, en formation. C'est un arbre qui peut mesurer peut-être une douzaine de mètres éventuellement et qui va porter des mûres pendant plus d'un mois. Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est une récolte assez prolongée, là. Et puis nous, le matin, l'équipe de paysagement se réunit toujours autour de cette table-là. Des fois, il fait chaud, puis il y a du gros soleil, donc c'est pour ça qu'on se plante des arbres, pour faire de l'ombre. C'est une des meilleures raisons de planter des arbres d'ailleurs, pour l'ombre. Ça peut être pour créer de l'intimité aussi. Là. La plupart de nos clients souhaitent plus d'intimité, plus d'ombre, plus d'oiseaux aussi dans leur environnement. Ça, c'en est un fixateur d'azote. Donc souvent, on en plante un très central. Et puis là, ça génère là, partout jusqu'où vont les racines de cet arbre-là. Bien, il y a vraiment un apport d'azote supplémentaire. Ça, c'est de l'olivier de Bohême. Alors, ça peut potentiellement faire des olives. Mais il y a une question de pollinisation qui est à regarder comme il faut pour ça. Une variété de fraises très recherchée de plus en plus, la Charlotte, qui est connue pour le... Oui, là, il n'y a pas de fraises en ce moment, mais la Charlotte est très, très, très sucrée.
Il y a, c'est ça, c'est juste un petit échantillon de tout ce qu'on a, mais on plante tout ce qu'on a à vendre, on l'a planté ou presque, là, pour montrer aux gens, bien, ça a l'air de quoi une vigne à raisin. Quand on fait grimper sur une façade ici, on voit il y a déjà plein de grappes dedans, là, c'est sa deuxième année après plantation. Donc déjà la récolte commence, puis ça va être délicieux. Là, on teste toutes sortes de différentes couleurs de lys aussi, parce qu'elles ont toutes une saveur un peu différente. Là, on a goûté la jaune que je connais pour être très bonne, mais là, on va en goûter d'autres aussi, on va en découvrir de plus en plus. Encore là, souvent, on va aussi bien apprécier les annuelles qui se ressèment d'elles-mêmes, en fait, parce que l'idée, c'est toujours dans une optique d'entretien minimal. Qu'est-ce qui peut revenir de soi-même? Ça fait ça de moins à semer, à transplanter. Et finalement, il y a des dépenses toujours, de l'énergie associée à tout ça. Donc ici, on a un retour de la bourrache. Il est revenu d'elle-même, qui s'est ressemée. C'est une fleur qui goûte un peu le concombre, une annuelle dans ce cas-ci, mais une annuelle qui se ressème. Donc pour nous, c'est presque une vivace, parce qu'on la voit réapparaître à chaque année. Puis les pollinisateurs l'apprécient beaucoup. Encore là, c'est un fixateur d'azote qui fait des petites fleurs oranges là, qui a été placé là. Même on en place différents intervalles. On va faire grimper du kiwi sur notre abri. Oui, c'est du kiwi qui va grimper. Peux-tu me dire sur quoi on marche exactement? Ouais. Pas de gazon. Non, c'est ça, c'est pas commun. Puis il y en a partout. En fait, dans toutes nos allées de la pépinière sont couvertes de micro-trèfles. Le micro-trèfle, c'est comme un trèfle blanc, mais encore plus nain. Et puis, il pousse vraiment plus en largeur qu'en hauteur, ce qui fait qu'on a besoin de le tondre, la règle générale, 2 ou 3 fois par été, pas plus, pour quand même avoir les pieds au sec, là, puis pas s'enfarger dans rien qui serait laissé au sol. Il tolère bien le piétinement. Il n'y a pas de problème on voit en temps de sécheresse comme ça, en temps de chaleur, ça ne jaunit pas. C'est jamais arrosé, on marche dessus, on est quand même plusieurs là, à circuler même avec nos chariots de plantes. Il n'y a pas de problème de ver blanc, de scarabée japonais lié à ça non plus. Alors c'est une des pelouses de l'avenir selon moi. Surtout quand on regarde, je ne sais pas si en venant ici tu t'en es rendu compte, mais il y a beaucoup de pelouses qui sont juste jaunes puis couleur paille en ce temps-ci. Puis c'est pas ce que les gens recherchent nécessairement là. Donc on va proposer des alternatives comme ça avec des pelouses de micro-trèfle. C'est quelque chose qu'on installe ici, mais qu'on peut installer chez nos clients aussi. Ici, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de plantes en fleurs. Pourquoi? Parce que nous, notre intérêt, c'est pas de faire des plantes en pot fleuries, mais c'est de faire des belles plantes qui vont fleurir chez les gens, en fait. Donc pourquoi les laisser finalement mettre de l'énergie à faire leurs fleurs, éventuellement les graines, ils tirent du jus à la plante, puis ça fait en sorte que les plantes sont un peu moins... ils reprennent moins bien une fois qu'elles sont plantées aussi. Donc nous, à toutes les semaines, on fait un effleurage systématique. Ça tombe bien, c'est des fleurs comestibles ou des fois c'est des fines herbes, des fleurs d'origan par exemple, des fleurs de sauge. Puis ces choses-là, bien, on les mange, mais en plus, c'est pour ça. En fait, ça explique pourquoi on ne voit pas beaucoup de couleurs devant nous. Mais une fois plantées chez le client, ça fleurit. Il y a beaucoup de ces plantes-là qui sont assez colorées d'habitude. Même en plate-bande, si on veut une floraison dans un mois, bien, on est mieux d'enlever les fleurs tout de suite. On les arrache. Donc, tant qu'on ne vend pas les plantes, nous, on a intérêt à arracher les fleurs. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'énergie qui va de la plante ou des racines ou des feuilles qui n'est pas transférée vers les fleurs. Puis ça permet d'avoir des plus beaux feuillages, des plus belles racines. Puis nous, quand on vend une plante, bien, c'est une belle plante, c'est une belle racine, beaucoup. Parce que le potentiel de développement ou de reprise de la vivace qu'on plante, bien, ça dépend de la blancheur de ses racines, ça dépend de la blancheur de ses racines beaucoup. Oui, effectivement. Là, on récupère l'eau qui tombe sur le toit, là, cet abri de rempotage, puis qui est notre cuisine aussi des employés derrière, parce que c'est quand même une bonne surface. Puis éventuellement, on veut faire la même chose avec la serre, qui est encore plus grosse, qui a potentiellement beaucoup plus d'eau à fournir. Puis toute cette eau-là est redirigée dans notre étang qui est juste derrière ici. Donc par un tuyau qui passe sous terre, ça sort là, d'une
Et puis cet étang-là, c'est notre étang d'irrigation. Parce que le fait d'avoir des plantes en pot comme ça, veut pas, malgré le fait qu'on mette du paillis dans les pots pour diminuer nos besoins d'arrosage, ça demande à être arrosé presque à presque 2 fois par jour quand ils ont presque tous besoin, au moins 1 fois par jour quand il fait soleil. Certains ont besoin 2 fois par jour, sauf en jour de pluie. Donc ça demande quand même beaucoup de litres d'eau. On récupère le plus possible, évidemment. Donc, oui. La rhubarbe, entre chaque plant de rhubarbe, c'est une autre sorte de chou vivace. Fait que lui, c'est pas celui qui va le mieux, là, mais ça se mange comme du kale, ça aussi, dans le fond. C'est un autre ancêtre du chou. Et les fleurs sont particulièrement sucrées, ça sent le miel. Je pense qu'entre autres, c'est le soleil qui va faire monter les arômes dans les fleurs. Puis aujourd'hui, c'est un peu nuageux. Alors on s'efforce, nous, par notre travail à toutes les semaines, de maintenir les inventaires parce qu'on fait des projets d'aménagement du moment que la pelle rentre dans le sol, mi-avril, jusqu'à ce qu'elle ne rentre plus dans le sol quand il est bien gelé. Des fois, c'est début décembre. Donc, il faut qu'on multiplie, qu'on ressème des plantes, qu'on divise pour maintenir les inventaires, pour être capable de faire des projets jusqu'à l'automne, jusqu'à tard dans l'automne. Ça, le fait d'avoir une offre aussi diversifiée de plantes, une spécialité comme ça, puis on n'a pas le choix pour fournir nos projets d'avoir un certain nombre minimum de chacune des espèces, chacune des variétés, ça donne lieu à des surplus ou en tout cas, ça donne envie d'ouvrir un petit peu nos portes aux autres paysagistes, aux municipalités, aux clients qui veulent venir chercher des plantes comestibles. Donc, il y a aussi la pépinière sert d'abord et avant tout les besoins de nos aménagements de paysages gourmands, mais aussi on est sur la voie de développer notre offre pour fournir de plus en plus d'autres centres jardins même, d'autres paysagistes, les municipalités aussi. Étant donné qu'on est dans un cul-de-sac ici, le mode de distribution idéal, ça semble pas être nécessairement... on n'a pas pignon sur rue, donc c'est pas évident de recevoir des gens qui viendraient acheter des plantes, mais souvent on peut faire des livraisons ou on peut remplir le camion d'un paysagiste qui vient faire un projet, là. Il y a des prairies fleuries un peu partout, vous voyez aussi, ça c'est un aspect, quand je parle des incitatifs pour créer un écosystème diversifié, riche, en équilibre. Il y a les points d'eau, comme je disais, de faire des petits étangs, des petites mares, ou il y a aussi la stratégie qu'on a de mettre des bandes florales un peu partout à travers nos cultures pour justement attirer des insectes utiles en tout temps de l'année. Puis même les fleurs, une fois qu'elles forment leurs graines, elles vont attirer les oiseaux qui vont amener d'autres bénéfices finalement par leur présence, qui vont entre autres manger des petites chenilles, des pucerons des fois. Donc nous, on mise vraiment sur la richesse de l'écosystème. Déjà, plus on plante de différentes familles de plantes, plus ça fait appel à différents insectes parce qu'ils ont presque tous des familles spécifiques. Tel insecte va s'intéresser, va aller pondre dans telle famille de plantes, va manger telle famille de plantes. Il n'y a pas juste le monarque qui est spécifique aux asclépiades, là. Fait que plus on plante de plantes différentes, plus on risque de voir des insectes différents. Plus il y a d'insectes différents, plus il y a de chances que un ravageur trouve son prédateur, finalement. Donc, on mise beaucoup là-dessus, la diversité, pour en arriver finalement à ne pas utiliser de pesticides. Sauf, il y a un pesticide naturel qu'on utilise, 2 en fait. Un, c'est une bactérie qu'on trouve dans l'air, et l'autre, c'est de l'argile verte, tellement sain que, j'en mettrais sur ma peau, je traiterais mes problèmes avec ça sans problème. C'est de l'argile verte qui dessèche un peu les chenilles. Donc s'il y a des chenilles des fois, c'est le seul gros problème qu'on peut vivre nous ici, parce que les chenilles peuvent tout défolier assez rapidement. Encore là, pour nos clients, quand on a des petits problèmes de chenilles, souvent ça se traite bien à la main. Quand on a le courage de le faire, là, ça peut être fait à la main. Mais ici, quand on a un rang complet à traiter, on y va avec de l'argile verte dans un pulvérisateur. Et puis, ça minéralise la plante, ça y fait un petit ombrage qui est apprécié souvent. Puis en plus, ça dessèche les chenilles. Donc, c'est une solution qui est acceptée en lutte biologique. Et d'ailleurs, on va être certifié biologique dès le mois de mai prochain. Donc,
Ça, c'est super. Ben, en fait, on a décidé de se lancer dans la certification bio cet hiver. Ça prend 15 mois à partir du moment où on remplit les formulaires, là. Donc, ça nous mène à mai 2019. Mais depuis nos débuts ici, on est conforme aux normes, là. On fait... il n'y a aucun produit qui a pas été, qui serait pas autorisé en bio. Il n'y a aucune méthode qui ne serait pas autorisée en bio non plus. Alors, c'était logique pour nous, tant qu'à être conforme, d'aller chercher la certification. D'autant plus qu'on voulait développer, là, justement, comme je vous disais, la vente de ces plantes-là. Puis on se faisait demander de plus en plus par des centres jardins, êtes-vous certifié bio? Je pense que les gens, ils comprennent que, vu que c'est des plantes comestibles, on les consomme. Il y a comme un petit intérêt supplémentaire à aller chercher la certification biologique, là. Donc pour moi, ça va de pair avec l'aménagement comestible que de certifier qu'on n'empoisonne pas les gens, finalement. C'est ça. C'est pas le meilleur temps de l'année pour cueillir de la rhubarbe, il faut dire, là. Mais il y a des belles tiges. C'est plus au printemps, puis selon les variétés, il y en a qui vont rester plus tendres, plus belles pendant l'été aussi. Des fois, ça peut revenir à l'automne. Alors, c'est ça, on a catégorisé la pépinière. Là-bas, c'est des plantes herbacées hautes, donc 50 cm et plus, des plantes qui montent un peu plus. Après ça, il y a les couvre-sols, donc des plantes plutôt basses par ici. Et derrière nous, ici, on voit les arbustes. Il y en a de différentes hauteurs. Et plus loin là-bas, jusqu'à derrière la serre, il y a les arbres, en passant par les grimpantes. Donc c'est ça nos catégories, là. Herbacées, couvre-sol, arbustes, grimpantes, arbres. Puis quand on a quand la situation le permet sur un terrain, bien, on y gagne à planter de toutes ces plantes-là. Parce que quand on peut évidemment planter un arbre puis que l'espace le permet, que ça ne gâche pas toute la vue, bon, ça, on comprend qu'il y a des fois, il y a des choses à préserver comme ça, là, certaines vues sur un lac, là. Il y a des gens qui sont très attachés, on ne plantera pas d'arbres dans ces cas-là, mais on essaie, lorsque possible, de planter des arbres. Et puis là, on le sait, c'est toute la faune qui en bénéficie, les oiseaux, qui rendent des services utiles dans nos plates-bandes. La plupart de ces plantes-ci poussent très bien sous un ombrage de feuillage d'arbres, en fait, donc à la mi-ombre. On a même plusieurs plantes adaptées à l'ombre totale. On a une ombrière, là, d'ailleurs, qui en montre un bon échantillon. Donc, quand on peut planter des arbres, ça permet aussi d'aller chercher vraiment... En fait, on jardine. Notre surface de pieds carrés devient un volume de pieds cubes, si on veut, parce que là, on jardine en hauteur, là. Donc, on augmente nos rendements forcément, et jusqu'à planter vraiment des couvre-sols autour de nos herbacées, autour de nos arbustes. Là, on a plusieurs étages récoltables. On augmente le potentiel de récolte. Les couvre-sols en eux-mêmes, c'est encore mieux que du paillis comme ça, parce que ça a les mêmes effets. Ça va limiter l'évaporation du sol, ça va occuper le terrain, donc il n'y a pas de place pour les mauvaises herbes qui se développent. Mais aussi, les plantes vont avoir vont amener par des échanges avec la terre, là, ça va être bon avec les racines pour la vie du sol. Puis même tout ce qui est au-dessus, là, les fleurs qui viennent avec les plantes aromatiques dont je parle. Donc quand on peut couvrir le sol, on y gagne. D'ailleurs, c'est une stratégie que la nature applique d'elle-même, là. Il n'y a jamais un sol qui reste à nu trop longtemps. C'est une stratégie naturelle qui vise à prendre soin de la terre, entre autres, limiter l'érosion, tout ça. Puis tout le tour de ça, bien, on a notre brise-vent. C'est des arbres. En fait, souvent, c'est un arbre, un ou deux arbustes, un arbre, un ou deux arbustes pour aller vraiment chercher une hauteur. Mais avec les arbustes, on va chercher le premier niveau, mais l'idée, c'est qu'éventuellement, ça va ralentir les vents. Donc, à ce moment-là, parce que quand ils vendent fort, les plantes, ils arrêtent de s'alimenter, ils arrêtent de boire, ils vont fermer un peu leur stomate, c'est-à-dire, c'est un peu comme les pores de notre peau pour ne pas transpirer, si on veut, ils vont fermer ça, parce que sinon, ils seraient desséchés par le vent. Donc, le fait de couper le vent un peu, ça les aide à pousser plus. Des fois, il y a des jours où ils ne pousseraient pas, mais là, ça se passe. Le fait de couper les vents, c'est surtout dans notre cas. Plus on arrive dans les arbres et les arbustes, bien, un bon coup de vent, ça peut abattre 3000 plantes, là.
Donc, il faut toutes les soulever, les relever pour pouvoir les arroser. Alors, plus on développe le brise-vent, plus ça ralentit le vent, moins on ramasse nos plantes à terre. Puis, on développe encore une nouvelle section ici, là. C'est une partie du champ qui est en développement encore, mais toute la partie du fond, c'est notre champ de production. Donc, ce qu'on voit en pot, c'est les formats vendables. Tout ce qui est entre le moment où on sème, on va souvent faire les semis dans la serre, et puis entre la serre et le format vendable, il y a tous les stades de croissance préliminaires, ils se font dans le champ idéalement. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment zéro arrosage, beaucoup moins de pot, beaucoup moins de toile. C'est l'approche écologique veut qu'on cultive en plein sol et que évidemment pour pouvoir les planter en tout temps de l'année chez les clients, on ne peut pas produire des racines nues en plein mois de juillet puis aller planter ça, là, ça ferait juste sécher chez les clients. Donc, on a nos plantes en pot qui permettent de faire des livraisons aussi, d'aller faire. Des fois, on fait des événements, on va décorer des scènes de spectacle avec nos plantes comestibles. Puis il y a un réel engouement pour l'aménagement comestible. Puis il y a des festivals qui vont vouloir qu'on installe sur la scène des plantes bleuets. Puis là, on constate que les musiciens jouent de la guitare, entre deux chansons, vont cueillir un bleuet, puis ils aiment ça. Donc, on y retourne. Fait que le champ, on n'arrose jamais. Encore là, ça fait 2 semaines qu'il n'y a presque pas de pluie, qui fait une moyenne de 30 degrés. Et puis, ça se développe assez bien. Encore là, on effleure, donc il y a peu de couleurs en ce moment, mais c'est toutes des plantes qui, une fois plantées chez les clients, génèrent là, des floraisons, des couleurs, attirent les oiseaux, les colibris, tout ça. On a un pommier qui a des fruits dedans là-bas. Mais les grosses récoltes de fruitiers commenceront plus l'année prochaine. Pour l'instant, on a vraiment, on est plus dans les petits fruits, là. Fait qu'il y a beaucoup de bleuets, beaucoup de framboises. Ici, c'est de la framboise noire. Bon, quand elle est vraiment mûre, elle devient noire, là, mais ça passe par le rouge comme ça. Ah, on en voit ici là, une presque noire. Donc, ces framboises-là ont la particularité de bien produire à la mi-ombre. Donc, ça ne prend pas un plein soleil nécessairement pour avoir des belles récoltes. Et ils ne drageonnent pas. Donc, ils ne vont pas envahir toute une zone. En plus, avec leurs épines, on sait que certains framboisiers, il y a des gens qui s'en rappellent longtemps de les avoir plantés et qui le regrettent parfois. Donc, ça, c'est vraiment une vedette de l'aménagement comestible parce que la plupart de nos clients, là, on s'entend qu'ils n'ont pas toujours un espace dégagé plein soleil. Donc, les plantes, souvent, se battent un peu pour l'espace au soleil. Donc, quand on a des fruits qui sont aussi délicieux, même certains préfèrent cette framboise-là aux framboises rouges, bien, c'est vraiment approprié pour ça. Ici, bien, on a une grosse pomme rouge. En fait, c'est un piège. C'est pour piéger la mouche de la pomme. La mouche de la pomme est attirée, c'est pas le seul ravageur de la pomme qui est attiré par la couleur rouge. Et puis, plutôt que d'aller à ce moment-là pondre et puis de voir se développer des petites chenilles, des petites larves dans nos pommes, bien, on met une boule engluée. Donc, il y a un petit peu de colle dessus. Et puis, ça va donc capter la mouche de la pomme qui va faire beaucoup moins de ravages. C'est un des trucs qui est utilisé dans des vergers biologiques. Moi, j'ai fait un stage, entre autres, dans une ferme biologique, le Jardin des Pèlerins, où c'était un truc utilisé, c'était leur principal moyen de contrôle de la mouche de la pomme. On plante aussi des engrais verts un peu partout pour préparer des plantations futures. Comme ici, éventuellement, on va planter ici et là, on va planter des arbustes, d'autres plantes, puis on veut enrichir le sol. Puis entre autres, ici, on a mis du radis, parce que le radis a une longue racine profonde qui va décompacter. Donc, ça travaille pour nous. Plutôt qu'aller décompacter avec des fourches, travailler fort, mettre de tout notre poids là-dessus, les radis font le travail. Ici aussi, on a un bon exemple de plante comestible et ornementale qui est très intéressante, à condition d'avoir un gros espace, un bon gros terrain pour ça, parce que c'est une plante qui peut éventuellement prendre pas mal d'espace et elle produit bien du soleil jusqu'à l'ombre. Ça fait des petits fruits comme des framboises aplaties qui goûtent le yogourt à la framboise. C'est quelque chose qui produit longtemps, pendant plus d'1 mois et demi.
Ça dépend des années, là, mais c'est assez long pour qu'à tous les jours ou presque quand on passe à côté, il y a un petit fruit ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 qui sont prêts. C'est difficile de voir le moment où on peut en récolter assez pour faire de la confiture, mais c'est toujours le petit bonbon qui est là quand on passe pas loin. Puis, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bien, c'est comme la même famille que la framboise, fait que ça drageonne. Par contre, ça n'a pas d'épines. Donc, si jamais on veut en planter puis la contrôler, bien, il suffit d'arracher tout ce qui dépasse de notre zone de confort. Parmi les grimpantes, il y a le houblon aussi. Donc, là, c'est pas le plus beau plant de houblon, malheureusement. Par contre, il va nous faire des très belles, des très beaux fruits de houblon qui vont sentir, ça va sentir bon quand on va passer à côté vraiment vers l'automne. Et puis, on a des kiwitiers. Peut-être qu'on peut montrer des petits kiwis. Ça, c'est des kiwis. Puis on en voit, là, ils sont petits, hein, mais déjà à la 3e année de cette plante-là, souvent, il y a des récoltes en vue. Ça, on en voit un peu partout. Est-ce que tu peux me relever la feuille? Oui, bien regarde ici, il y en a encore plus. Il y en a encore plus. On a dû, étant donné qu'on est dans un espace très sauvage, on a dû clôturer pour éviter que les chevreuils rentrent. Alors, c'est une clôture de 7 pieds et demi. Une clôture de 7 pieds et demi de haut qui a été posée tout le tour du terrain. Ça, c'est un gros projet qu'on a dû faire dès la première année. Mais pour éventuellement ne pas avoir à remplacer le filet de plastique qui est garanti 10 ans contre les rayons UV, on a planté des argousiers. Puis les argousiers, bien, ils ont des épines. Puis éventuellement, bien, ça va faire office de clôture, ça va remplacer la clôture parce que ça fait 5 mètres de haut par 2 mètres de large et c'est infranchissable pour un chevreuil parce que c'est très piquant. Donc ça, c'est notre stratégie là, pour le côté nord de la pépinière, là, pour être à l'abri des entrées de chevreuil. Puis là, ben, on revient un petit peu dans notre jardin démonstratif. Une partie, la framboisière. Donc, ici, c'est de la framboise jaune qui va produire à l'automne. C'est une framboise d'automne. Donc, c'est la plus sucrée, la moins acidulée des framboises qu'on a. C'est une framboise bonbon, là, je dirais. Ici, on a de la framboise rouge, d'automne aussi. Nos framboises d'été, on est passé à côté, c'est dommage. Elles sont en pleine production en ce moment. Et puis, il y a même de la framboise pourpre ici, qui va faire une grosse framboise pourpre, qui est excellente en confiture. Puis là, ben, l'eau dans l'étang est basse, hein? On constate que ce que je vous ai dit est vrai. On est en situation de sécheresse, un peu de manque d'eau, là. Il a perdu plusieurs pouces. Parce que normalement, même une petite rosée vient l'alimenter en eau. Parce que, en fait, ça, c'est la noue. La noue qui capte toute l'eau du terrain, en fait. Toute l'eau qui tombe. D'ailleurs, ici, la pépinière est entourée de montagnes et de collines. Mais toute l'eau se ramasse dans cette cuvette-ci. Et puis ça finit là. On voit ici, le long de la serre, on a comme une petite rigole qui dirige même toute l'eau qui tombe devant la serre, est redirigée par ici et finit ici. Ici, c'est le kiwi. Ouais. C'est ici qu'il y en a. C'est notre premier... Bon, il y en a dessus. Bon, il y avait 2 fruits, mais sinon l'année prochaine, parce que ça c'est assez régulier, ça va, à partir du moment où ça commence à produire, bien, ça va être à chaque année.
Ça peut être Joey qui les a mangés. Peut-être, mais ils sont pas très bons à ce temps-ci de l'année, ils sont pas encore mûrs. Puis l'idée, là, c'est que ça a déjà commencé, mais éventuellement, on va vraiment avoir de l'ombre ici. Ça va être une pergola à l'ombre. Avec nos petits hamacs, ça va être un lieu de repos. Puis les kiwis vont nous pendre au-dessus de la tête, avec les raisins aussi, les grappes de raisins. Et il y a même à travers ça quelques grimpantes qui vont amener des fleurs comestibles. Celle qu'on voit ici, c'est du chèvrefeuille grimpant. Et puis c'est une des fleurs les plus sucrées. Elles attirent le colibri avec un nectar, quelques gouttes de nectar très sucré au fond de la trompette. Le colibri a le petit bec qu'il faut pour aller chercher ça. Fait qu'ici, on a du gingembre sauvage qu'on prélève régulièrement dedans, là, au besoin, quand on a besoin. On en met certains en pot. Mais ça fait un rhizome qui goûte comme le gingembre asiatique. C'est un peu différent, c'est encore meilleur, moi, je trouve. Puis on va en développer avec le temps. Comme on a développé un autre rang ici qui n'est même pas planté encore. Et puis avec le temps, bien, on a un projet de développer plusieurs rangs forestiers par là-bas. Bien, dans le fond, on va pouvoir en faire aussi loin que la côte là-bas. Puis aussi loin qu'on voit, il y a le... Oui, ça, on le voit, c'est assez discret quand ça passe comme ça au loin, mais on va pouvoir aller jusque-là, parce qu'après ça, c'est les chevreuils qui pourraient faire des ravages, c'est sûr. Chacun des rangs est un rang de production de plantes comestibles vivaces, là, qui éventuellement va être prélevé, mis en pot, puis ça peut être même multiplié. Mais ça, c'est notre champ de production. Même les allées sont enherbées, donc pour limiter vraiment l'érosion au maximum, favoriser la présence des vers de terre, de plus d'insectes possible, des sols vivants. Fait qu'on vient de semer l'allée centrale, mais il pleut jamais, fait que c'est très, très difficile d'avoir une levée uniforme, là. Ça a un peu l'air d'être des petits pots de mauvaises herbes, mais c'est pas ça du tout. Ici, c'est des asperges qui vont éventuellement, bien, on les voit là, ils commencent à repousser. C'est une aspergerie qu'on avait ailleurs, on l'a déménagé ici. Un rang là, un autre rang là. Ça, c'est de l'asperge pourpre. Fait que c'est des asperges mauves qui malheureusement perdent leur couleur à la cuisson, par contre. Ici, on a des fraises alpines. C'est des... Mais là, celles-là ont comme souffert un peu de la sécheresse, là. On voit que c'est des fraises qui ont malheureusement pas grossi beaucoup parce qu'elles n'ont pas été arrosées depuis 2 semaines. Mais on voit que c'est résilient quand même. Et puis, ce qui fait la force de cette fraise-là, c'est qu'elle va fleurir et elle va faire des fruits jusqu'au gelée automnal. Donc, on se rattrapera quand la pluie arrivera.
Faire de l'aménagement paysager, c'est très dur sur le corps. Très, très dur sur le corps. Alors, ça prend des bons outils, des bons équipements, puis ça prend une connaissance de son corps, des positions qui sont à risque de blesser. Puis, il y a des... C'est ça. C'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, ou idéalement qu'on se fait conseiller par quelqu'un qui en a déjà fait plein. Là. La première année, j'avais pas de conseiller, puis j'ai développé un problème de tunnel carpien. C'est à un moment donné, quand tu forces trop, puis que ton poignet n'est pas droit, il n'est pas aligné avec ta main, que quand ton avant-bras n'est pas aligné avec la main, puis que tu forces, mettons, tu pelles toujours comme ça, puis à un moment donné, j'avais fertilisé un verger à la main avec du compost, puis là, c'est combien de milliers de pelletées de compost que tu prends toujours comme ça? Bien, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 1 an à réaliser que j'aurais pas eu cette blessure-là si j'avais alterné entre cette position-là, celle-là, puis que j'avais utilisé la main gauche aussi, et 4 fois moins de chances de te blesser parce que tu as 4 positions au lieu d'une pour faire la même tâche. Mais j'ai pas pensé à ça tout seul. Ouais. Fait que moi, je le dis souvent à mes employés quand ils pèlent du compost, changes-tu de main des fois? Parce qu'à tout le temps utiliser la même position, tu te mets à risque, là. OK. Ouais. Puis, c'est des matériaux assez lourds en aménagement paysager, là. C'est des pierres, des dalles. Quand on fait de l'horticulture, c'est moins... c'est un petit peu moins physiquement demandant. Mais nous, on a un volet aussi dallage et tout dans nos aménagements, fait que c'est ça, là. Nous, en tant que paysagistes, on fait de l'agriculture, ce qui n'était pas facile, là. Puis après ça, les autres réussites... moi, déjà je suis tombé sur une petite perle ici, l'espace, la terre, là. Donc, c'est à force de recherche, là. J'ai cherché pendant à peu près 2 mois, là, un terrain qui semblait propice. Puis, j'ai été chanceux, peut-être. Donc, c'est peut-être pas une réelle réussite, mais c'est une chance que d'avoir trouvé cette petite perle ici. Un projet dont tu es particulièrement fier? Une réalisation? Bien, en fait, c'est sûr que l'installation de nos jardins démonstratifs et de la pépinière, j'en suis particulièrement fier. Et puis, en plus de ça, bien, c'est un modèle et c'est des plantes qu'on exporte chez nos clients. C'est un modèle qu'on propose à tous. Donc, c'est un modèle dont j'ai avantage à être fier, puis j'en suis fier. En fait, c'est quelque chose que vous voyez un peu partout, des beaux aménagements comestibles. D'ailleurs, nous, à tous les jours, on en profite, là. Moi, mon épicerie est ici. Alors, de pouvoir proposer ça aux clients en soi, là, je trouve que c'est un bel accomplissement. C'est quoi ton rêve le plus fou? Je suis en plein dans ce processus-là, en fait, puis j'arrive pas... je peux pas répondre. En fait, je suis à 100% dedans en ce moment, puis j'ai de la misère à... Présent? Oui. En fait, autant je sais que je dois me projeter dans 5 ans. Le problème, c'est qu'on a fait un plan d'affaires il y a 5 ans à peu près, et on l'a réalisé. Je veux dire, les objectifs sont comme atteints. La mission est accomplie. Donc là, je suis rendu, je dois renouveler là, cette vision-là. Probablement en continuité avec la mission qui avait été définie, là, qui est de promouvoir l'alimentation saine et locale, finalement, en offrant un service d'aménagement comestible. Donc ça va toujours rester. Le côté paysagement, j'espère qu'on va en faire toujours plus. Puis surtout qu'on optimise le potentiel, le plein potentiel qu'offre le terrain ici. Alors, je sais qu'il y a beaucoup à offrir encore. On a développé le champ l'année passée. Donc, on a, du jour au lendemain, quand on a ouvert le champ au fond, après une couple d'années de préparation d'engrais verts et tout, on a doublé la capacité de production de plantes. Donc, ça s'est passé l'année passée. Et puis, depuis ce temps-là, on a doublé le champ derrière. Donc, il y a encore un gros potentiel de production de plantes. Donc, il y a probablement beaucoup à développer sur le plan de la vente de plantes à la pépinière ça, il y a un bel avenir à ce niveau-là, là, beaucoup de développement en vue. Un peu plus du côté, peut-être, définition. Vous faites de la permaculture. Qu'est-ce que c'est, la permaculture? Permaculture, c'est pour nous une inspiration.
Parce que la permaculture, ça peut être complexe et puis il y a autant de définitions qu'il y a de permaculteurs, on dirait des fois. Alors, pour pas trop se perdre là-dedans, parce que c'est quand même, c'est vaste. La permaculture, c'est une culture de la permanence harmonieuse avec les écosystèmes. Alors, nous, ça s'inscrit comment dans ce qu'on fait? Bien, en fait, c'est vraiment d'aménager de façon durable. Donc, il y a le côté permanent qui est là, entre autres avec les vivaces, avec aussi cette vigueur-là qu'on essaie d'amener dans les plates-bandes, cette résilience-là qui fait qu'on n'a pas besoin de toujours mettre du compost, qu'on n'a pas besoin En fait, il y a comme une autogestion qui se fait parce que les plantes, lorsqu'on a l'option de mettre des arbres dans nos aménagements, bien, il y a un recyclage de la matière organique qui se fait avec les feuilles qui retournent au sol, les vers de terre qui se joignent à la partie. Et puis, donc, c'est beaucoup par l'observation de la nature qu'en permaculture, on s'inspire, puis qu'on apprend à mieux faire les choses dans différents domaines. Ça peut être dans la construction, ça peut être dans la construction écologique, ça peut être en aménagement écologique. Nous, c'est vraiment là-dedans qu'on est, là. C'est beaucoup de dynamiser les sols, dynamiser les écosystèmes pour avoir une résilience, une permanence finalement qui va résister aux sécheresses, qui va résister au temps, qui va résister aux changements de propriétaire des fois. Parce que quand on met des arbres, quand on plante un arbre, là, en plus avec la nouvelle politique de l'arbre, c'est souvent dans les municipalités, c'est pas simple de couper ça. Là. Donc c'est vraiment, nous notre but c'est d'en planter le plus possible, là, lorsque c'est approprié de le faire. Du côté de vos cultivars, c'est quoi vos critères de sélection pour une plante que vous mettez en production? Oui, alors pour nous, les critères de production pour pouvoir accueillir une plante dans les rangs de la pépinière et puis l'offrir à nos clients, la rentrée dans notre catalogue, bien en fait, ça va être important qu'elle soit comestible. Donc, ça prend une partie. Ça peut être la racine, la feuille, la fleur, le fruit, ou toutes ces parties-là en même temps, comestibles, qui se mangent, qui est alimentaire. Et aussi, pour se faire une place à la pépinière, cette plante-là doit avoir quelque chose d'ornemental, ou en tout cas doit pouvoir s'inscrire dans les aménagements paysagers. Vous comprendrez tout de suite, je vous donne un exemple. Il pourrait en avoir 2-3 000 des plantes comestibles, mais je pense au pissenlit qui est très comestible, qui est très bon pour la santé. Malheureusement, on aurait peu de succès à en produire ici à la pépinière et probablement que ça mettrait fin un peu à nos services parce qu'il y a peu de gens qui sont intéressés à ce qu'on aille planter des pissenlits chez eux. Par contre, il y a des belles plantes comme le chervi qui, lorsqu'elles sont plantées dans une belle situation, en arrière plate-bande par exemple, avec leurs fleurs blanches, ça monte un peu haut, ça fait un beau fond avec le blanc un peu pour faire ressortir d'autres couleurs. Donc, on y va vraiment avec des plantes qui ont un usage possible en plate-bande, ornemental et comestible. Est-ce que vos aménagements demandent beaucoup d'entretien? Non, parce que d'ailleurs, alors, nos aménagements demandent très peu d'entretien et ça commence souvent avec la sélection de la plante qu'on va faire ici à la pépinière. On va choisir des variétés plus résistantes aux maladies, plus résistantes à la sécheresse, plus résistantes aux insectes. Ce qui fait que chez vous, vous allez arroser moins, vous n'allez pas traiter. Il n'y a pas de traitement à faire. Pour optimiser les rendements et tout ça, si quelqu'un qui a vraiment envie de s'amuser, il peut faire un peu de dépistage, il peut faire quelques petites interventions, mais en gros, nous, on mise sur un écosystème qui va agir, en fait, qui va intervenir aux besoins, où un ravageur va trouver son prédateur. Puis pour ce faire, on plante le plus de plantes différentes possibles, différentes familles de plantes pour amener différentes familles d'insectes. Puis plus il y a d'insectes dans un lieu, moins on les voit, parce qu'il y a moins d'infestations, il y a moins de problématiques liées à ces insectes-là. Vous proposez des pelouses alternatives écologiques. Est-ce que, premièrement, c'est populaire? C'est quoi? Puis est-ce que c'est l'avenir pour les pelouses? Oui. En fait, c'est ouais. Moi, je dis que c'est la prochaine révolution dans le monde de l'horticulture au Québec, là, puis probablement partout ailleurs, en fait. Mais c'est quelque chose de gros, c'est une grosse industrie, là, les pelouses. Alors, ça ne sera pas facile, mais il y a une révolution à faire, en fait, parce que
Les pelouses telles qu'elles existent en ce moment, quand on vous déroule un rouleau de tourbe, en fait, c'est pas écologique du tout. Ça va être un paquet de troubles. Ça va coûter très cher en eau, en engrais, en tonte aussi, avec énormément de gaz à effet de serre qui sortent des tondeuses, là. Et puis, en bout de ligne, vous allez vous retrouver souvent avec des pelouses un petit peu, avec des gros espaces couleur paille parce qu'il y a du verre blanc qui est rentré là-dedans. Il y a les scarabées japonais qui pondent de plus en plus dans les pelouses cultivées. Donc, les scarabées japonais qui vont aller ravager les rosiers, les vignes, les fruitiers en plus. Il y a la sécheresse. C'est un des gazons qui tolère... Les gazons, comme on les pose, là, ils tolèrent très peu la sécheresse. Souvent, ils vont être tout jaunes à ce temps-ci de l'année. Alors, je pense que oui, ça va être de plus en plus populaire avec un été comme on en connaît un cet été. Les pelouses sont vraiment pas jolies nulle part. Je pense que les gens y voient un petit peu que c'est pas si intéressant que ça à ce moment-là. Et donc, vont s'ouvrir à des alternatives écologiques comme notre micro-trèfle qui est très vert en ce moment, malgré la température. Et on a le thym rampant aussi qui tolère le piétinement et qui peut être utilisé comme en alternative à la pelouse aussi. Vous offrez aussi de faire des bandes riveraines comestibles? Oui. Oui. Bien, en fait, c'est qu'il y a la plupart des rives, la plupart des bandes riveraines, des berges, qui ne sont pas végétalisées, doivent l'être. Donc, il y a des règlements, entre autres, qui sont des incitatifs pour limiter l'érosion, limiter le développement des algues bleues dans les lacs, qui demandent de planter des bandes d'au moins, ça va dépendre, mais c'est souvent 10 à 15 mètres selon les pentes d'arbres, arbustes, herbacées. Et puis, il se trouve que parmi les plantes autorisées dans le répertoire pour les bandes riveraines, parce que ce répertoire-là, il se limite à des plantes indigènes, robustes, non envahissantes. Et parmi ce répertoire-là, il y a plusieurs plantes qui sont comestibles, assez pour dire qu'on peut sélectionner les plantes comestibles parmi celles-là, puis faire une bande riveraine comestible. Donc oui, c'est un service qu'on offre. Puis je terminerai en demandant quelles actions vous posez pour réduire votre empreinte écologique ici sur votre terrain? OK. Je ne sais pas si c'est une question piège, là, je veux pas te... Bien, je pense pas. Je pense pas parce que... avoir plusieurs exemples. Oui. Bien, tout est mis en œuvre pour autant qu'on est conscient de ce qui peut être recyclé, récupéré, on le fait, là. Alors, déjà... Je sais pas, entre autres, le compost, la récupération oui. d'eau. Bien, ce qui a été le plus gros investissement, si on veut, pour en arriver à un gain écologique, ça a été de développer le champ dans le fond. Donc, 3 années d'engrais verts pour l'enrichir, pour prendre un petit peu le contrôle sur la végétation indigène et pour en venir à installer nos cultures. Parce que dans le champ, une fois que c'est planté, on n'a pas besoin d'arroser. Donc, il y a une grosse économie d'eau. Évidemment, le fait que les stades de production avant le stade de vente finale ne soient pas en pot, bien, il y a moins de pot, moins de plastique, moins de plastique, moins de pots de plantes. Ça veut dire aussi moins de zones couvertes de géotextiles noirs. Donc, moins de plastique vraiment en bout de ligne. Puis aussi, étant donné qu'elles poussent en plein sol, il y a une croissance optimale, une qualité optimale. Elles n'ont pas besoin d'autant de compost. Donc, on va mettre 1 centimètre ou 2 de compost, puis ça va faire pour l'année. Tandis qu'en pot, il faut mettre un bon 30 % de compost pour en arriver à générer un sol très fertile. Je t'avais dit ma dernière question, mais j'ai une autre question qui m'a popé dans la tête. Est-ce que tu es d'une famille d'agriculteurs ou c'est quelque chose qui te passionne? Puis est-ce que tu trouves que ton travail donne un sens à ta vie? Ah oui. Bien, en fait, moi, c'est sûr que dans la vie, à un moment donné, quand je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire, puis quand j'ai vu les différents choix, différentes voies, différentes options qui s'offraient à moi, bien, j'étais d'abord écologiste. Puis j'avais un gros souci de faire quelque chose, de créer un changement dans ce milieu-là. Alors,
Quand la voie de l'agriculture s'est présentée, ça a donné un sens à ce que je voulais faire. Puis là, je suis parti étudier à la Pocatière, 3 ans en agriculture. Puis à ce moment-là, je ne savais pas encore que ça allait être vraiment de l'aménagement paysager, que ça allait virer vers l'aménagement paysager agricole. Je faisais vraiment... mon but, c'était d'alimenter les gens avec des produits sains, des produits biologiques, des bons fruits, des bons légumes. Mais à un moment donné, ça s'est présenté, l'option de faire ça pour tous, chez tout le monde. Puis en fait, à un moment donné, tu réalises que chaque espace où une plante peut pousser, une récolte est possible. Donc oui, c'est une mission un peu que je me suis donnée de faire tomber les frontières du comestible, en fait, de faire tomber les frontières de l'agriculture pour qu'on réalise qu'à nos pieds, devant notre bâtiment, dans notre cour, sur nos balcons, il n'y a pas de limite, sur les toits, même maintenant avec tous les bénéfices pour contrer les réchauffements climatiques. Là. Alors, les toits verts, ben, tout ça donne un sens à la vie de beaucoup de gens, en fait. Puis même, j'imagine parfois là, que même parmi nos clients qui nous engagent pour faire un jardin, souvent, là, ils nous engagent parce qu'ils n'ont pas le pouce vert. Puis ils ne savent pas comment s'y prendre, mais ils ont beaucoup d'intérêt pour ça et ils y croient. Ils ont envie d'un avenir meilleur, d'un avenir plus heureux, de reconnecter leurs enfants, leurs petits-enfants avec la nature aussi. Ils constatent que c'est, d'un point de vue éducatif, c'est une belle chose à faire. Donc, il y a la mission écologique, il y a la mission éducative, il y a la mission de la nature, puis il y a un aspect santé aussi, là, prendre soin des gens. Fait que j'espère que même ça va donner un sens, ou un petit sens de plus à la vie de nos clients, pour lesquels on fait des beaux projets, des beaux aménagements comestibles. Là. Personnellement, je ne pourrais pas revenir en arrière. Là. Une fois que tu y as goûté, une fois que tu as apprécié ce plaisir-là, j'ai l'impression de manger comme un roi tous les soirs, tous les jours. Ben, je ne pourrais pas m'en passer. Là. Donc, j'imagine que c'est comme ça pour la plupart des gens qui goûtent à ce plaisir-là. Pourquoi tu apprécies ce restaurant-là? Oui. Ben, d'abord, les propriétaires de la crêperie sont des plus sympathiques, accueillants et sont fiers de mettre à l'honneur les produits locaux. Donc, ils connaissent les gens qui font l'hydromel, qui vont mettre dans leur menu. Ils vont être fiers de dire que leur salade qu'ils vont servir, c'est avec des tomates de Lanaudière, de la laitue de Lanaudière. Fait que c'est super beau, puis c'est délicieux ce qu'ils font. Il y a tout un... Quand on rentre chez eux, on se sent bien. Là. Il y a toute une ambiance musicale même qui contribue à ce qu'on soit bien. Puis en fait, moi j'ai réalisé un moment donné que je faisais un peu le même métier que lui. Thierry, le cuisinier qui a développé les crêpes et tout là-bas, il était paysagiste avant de faire ce qu'il fait. Puis moi, j'ai dit à un moment donné, là, tes crêpes, c'est comme un paysage dans une assiette. Moi, une des crêpes que j'aime bien, je suis végétarien, il faut dire, c'est la crêpe, il y a du chèvre, des figues, puis des amandes, des petites amandes, puis une petite béchamel là-dessus. Puis en gros, là, la béchamel, on dirait un petit ruisseau qui passe à travers les collines de roquettes avec des petits rochers d'amandes. Puis il fait un petit paysage dans l'assiette. Puis moi, j'aime l'idée de faire des paysages dans l'assiette. En fait, souvent, mes repas, c'est un peu l'extension du jardin. Là. Fait que des gens qui sont gênés de cueillir des fleurs parce que c'est si beau dans le jardin devraient au contraire se dire mon assiette est l'extension de mon jardin. Si je trouve les fleurs si belles dans le jardin, les fleurs comestibles, je pourrais les mettre dans mon assiette et puis le plaisir va se poursuivre jusque dans ma maison. Surtout que quand on cueille des fleurs, bien, la plante va en refaire souvent le lendemain ou le surlendemain. Là. Je le pense, là, c'est le meilleur restaurant de Rawdon.